Bonsoir à tous et à toutes. C'est avec plaisir que je peux essayer de dire deux, trois petits mots, mais très courts, sur la semaine anticoloniale. La semaine, c'est une initiative qui est née en 2005, enfin dans l'année 2005, à la suite du vote de la loi du 23 février 2005, demandant aux enseignants de reconnaître, d'enseigner le fait que la colonisation avait été un bienfait pour les pays qui en avaient profité. Il y a eu un tel tollé des associations qui luttaient déjà contre le colonialisme encore à cette période et des associations de droits de l'homme, d'antiracisme qui se sont levées contre ça, ainsi que tous les historiens qui ont été unanimes et qui ont très vivement protesté. Si bien que pour l'anniversaire de cette loi, on a été arrivé à constituer un petit collectif, la base d'un collectif, qui avait appelé à venir devant l'Assemblée nationale pour demander l'annulation de cette loi. On s'était retrouvé une petite centaine devant l'Assemblée nationale, mais ça a été le point de départ de ce collectif qui a grossi au fur et à mesure des années et qui a permis de faire un salon anticolonial durant sur deux jours à la Bellevilloise, et puis qui s'est éclaté en France, dans de nombreuses villes en France, où il y a eu de nombreuses initiatives lancées par toutes les associations. Il y a autour de 70 à 80 associations qui se sont retrouvées au sein de ce collectif de sortir du colonialisme. Donc, et j'allais dire, aujourd'hui, on sent qu'il y a encore ce besoin, puisqu'il y a des séquelles toujours du colonialisme très vivace. Je ne prends qu'un exemple, c'est l'expression issue de l'immigration. C'est les personnes qui sont visées, ce ne sont pas Manuel Valls ou Nicolas Sarkozy qui sont pourtant issus de l'immigration, mais ce sont ceux qui ont un prénom, un nom, une couleur de peau qui indique qu'ils ont des antécédents d'anciens colonisés et ça leur permet, je mets beaucoup de guillemets, se permet d'être discriminés en permanence et victimes systématiquement de racisme. Donc, c'est important qu'on continue. En plus, la France-Afrique, avec sa cellule autrefois à l'Élysée, a soi-disant disparu, mais il reste des tas de choses de pratiques qui sont de même nature. Les dictateurs africains sont toujours soutenus et maintenus par le système français. Avec l'aide de la corruption, le franc CFA, même s'il a un peu modifié, est toujours le garant du contrôle de l'économie d'une bonne partie de l'Afrique. C'est un des sujets qui ont été abordés, je crois que c'est hier. C'est vraiment encore quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse, qu'il faut qu'on se regroupe et qu'on combatte. Il y a je reviendrai sans doute en fin dans le débat tout à l'heure, mais il y a une opportunité qui s'ouvre, c'est le rapport de Benjamin Stora, qui n'évoque que la partie de colonisation de l'Algérie, mais pas les autres colonisations qu'il y a eu, et qui ouvre une perspective, si on saisit ce rapport, de permettre un large débat pour élargir et combler ces lacunes qu'il y a dans ce rapport dans les mois et les années qui viennent. Je laisse la parole aux deux intervenants principaux de ce sujet très brûlant. Et en tant que aussi membre du bureau de la RAC, j'avoue que je suis très sensible à ce sujet parce que c'est un sujet qui nous est très cher et qui est une de ces conséquences de ces guerres, y compris de type colonial, d'il y a plus de 50 ans, 60 ans, plus de 60 ans. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Henri. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence en ligne. Et merci à l'Association d'amitié franco-vietnamienne de nous y convier pour la semaine anticoloniale. Je suis heureuse d'animer cette conférence et de représenter également le collectif Vietnam Dioxine, qui s'est énormément mobilisé ces derniers mois autour du procès de Trantonia,
à la fois pour faire connaître son histoire, mais aussi et surtout le drame de l'âge orange et l'injustice que subissent encore des millions de Vietnamiens. Je vais revenir très brièvement sur le contexte historique avant de commencer les échanges. Donc, l'agent orange est un défoliant qui a été déversé sur la partie sud du Vietnam par la mer américaine à partir de 1962. Ce défoliant contenait de la dioxine qui a contaminé la végétation et les animaux et n'a bien sûr pas épargné la population qui, plus de 50 ans après le conflit, souffre encore des conséquences de ces épandages, notamment par des handicaps physiques et mentaux très lourds, dans l'iniquité la plus totale, puisque les plaintes des victimes vietnamiennes ont été alors déboutées. 50 ans après, où en sommes-nous? Pour discuter de tout cela, nous avons la chance d'avoir en notre présence Tran Tonia, qui était journaliste et résistante pendant la guerre du Vietnam, victime de l'agent orange et qui intente aujourd'hui un procès au tribunal d'Evry contre les fabricants de ce défoliant. André Bouni, grand spécialiste du Vietnam, également l'initiateur de ce procès et auteur notamment de l'ouvrage Agent orange, Apocalypse Vietnam, et Alain Bonnet, secrétaire national du village de l'amitié à Van Can, qui nous expliquera comment son association a déployé et déploie toujours une aide humanitaire aux personnes handicapées au Vietnam. Je vais laisser la parole aux intervenants et à la fin, nous aurons à peu près 15 minutes d'échange pour répondre à toutes les questions. Je vais commencer par Tran Tonia. Merci d'être ici. Pouvez-vous nous expliquer premièrement votre rôle au moment de la guerre du Vietnam et comment avez-vous été exposé à l'agent orange? Nia, il faut que tu allumes ton micro. Le micro, ouais. Mais bon. Le son. C'est bon, c'est bon. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier AFV et tous les organisateurs qui m'ont laissé qui m'ont laissé me présenter ici. Tout à l'heure, André Bouni parlera de toutes les choses concernant le procès techniquement et puis surtout ce qui est après le 25. Pour moi, je considère que le combat se divise en deux parties. Avant le 25 janvier ou pendant 6 ans, avec l'aide de AFV et l'aide d'autres associations, alors j'ai pu parcourir les grandes villes de la France pour parler plutôt du drame de l'agent orange. Et je pense que nous avons quand même bien réussi. La preuve que commencer seul avec André Bouni et Maître Bourdon, maintenant, je suis entourée de milliers de personnes et une vingtaine d'associations, par exemple. Donc, ce que j'ai fait pendant les 6 années avec l'aide et le soutien de tout le monde, alors c'était avant le 25. Mais après le 25, je pense que le combat, je ne sais pas si ce que je pense est juste ou non, c'est à André aussi de me le dire, mais je pense qu'après le 25, le combat doit changer de stratégie parce que le combat maintenant là, est face à face déjà, bien qu'on ne voit pas les avocats de la partie adverse, mais les accusations sont là. Et puis la présidente était restée là à écouter les deux parties, mais je ne sais pas quelle décision elle va prendre. Mais les accusations abominables, les mensongères, devraient être quand même contre nous devons nous battre contre ces accusations. Moi, je pense que côté juridique, ce sont nos avocats, Maître Bourdon, Maître Amélie Lefebvre et puis qui devraient continuer à se battre. Mais pour nous,
je pense que maintenant, c'est le moment où la société, le public, euh, élèvent leur voix pour prouver la vérité et pour avancer vers la justice. C'est pour ça que votre voix est 1000 fois plus forte que la mienne dorénavant. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et merci encore, j'ai demandé à André de parler de la procédure et puis d'expliquer aussi ce qu'on va faire. Et puis après, Léa, si tu me permets, à la fin, tu me donneras encore la parole pour les remerciements parce que le TED approche et ce que j'ai en moi-même, là, je voudrais l'exprimer. Voilà. Tu préfères t'exprimer à la fin? Oui. D'accord. C'est entendu. Alors, comme on l'a entendu, les plaidoiries ont eu lieu le 25 janvier dernier, donc c'est très récent. André Bouni, vous étiez présent. Peut-être avant de commencer, pourriez-vous rappeler comment vous avez rencontré Trantonia et comment vous est venue l'idée, qu'est-ce qui vous a motivé aussi à lui proposer de mener ce combat? Alors, j'avais rencontré Trantonia il y a quelques années, mais nous n'avions pas parlé de ça. Et c'est lors du tribunal d'opinion qui s'est déroulé en 2009 à Paris, à la Maison des Mines, où étaient venus 5 juges des 5 continents, des juges respectés dans le monde entier, des gros calibres. Et je découvre que Nia témoigne en tant que victime de l'agent orange ou possible victime de l'agent orange, et une conscience chez elle qui arrive comme ça, après beaucoup de temps, se disant oui, tout ce que j'ai correspond effectivement à ce qui a été établi par l'Académie nationale des sciences de Washington au sujet des liens de cause à effet entre les pathologies et la dioxine contenue dans l'agent orange. Ce qu'il faudra, c'est au procès le démontrer. Ça, c'est plus difficile. Pourquoi ? Parce que si au Vietnam, par exemple, il y a des experts, des médecins capables qui ont le tour de main, l'habitude, au travers des générations, au travers des décennies, de rencontrer des victimes de l'agent orange, en France, il n'y a pas. C'est très difficile de trouver un spécialiste et vous devinez bien qu'il sera encore plus difficile si l'expertise était faite par un Vietnamien sur une Vietnamienne, d'autant plus victime. La crédibilité, je crains qu'elle soit remise en cause. Donc, ça sera difficile. Bon, à partir de ce moment-là, quand je rencontre Nia au tribunal d'opinion, je lui dis, mais si vous êtes victime, vous avez le droit, vous êtes française, vous avez la double nationalité. Ayant la nationalité française, vous êtes parfaitement habilité à utiliser l'arsenal juridique français pour porter plainte. Voilà. Et je l'ai présenté à mon ami William Bourdon. Comme ça, il n'y a pas eu une seconde de pression sur Nia. On lui a exposé les choses. Est-ce que tu aimerais porter plainte ou pas? Est-ce que c'est dans ton idée? Voilà. Et elle nous a dit, bon, au début, c'était pas trop. Nous, on n'a pas forcé. Elle a bien réfléchi. Elle est revenue vers nous. Et elle nous a dit, oui, j'aimerais le faire, mais pas que pour moi, au nom de toutes les victimes et tout ça. Bien que dans un procès, à son nom, le verdict ne concernera qu'elle, encore une fois. Mais si l'arsenal juridique d'un État indépendant qui n'était pas parti pendant la guerre rend un verdict pareil, alors tout d'un coup, bien sûr, c'est une première marche qui offre l'occasion à d'autres victimes de les encourager, de solliciter à faire pareil. Pourquoi pas? Voilà. Bon. Donc, Nia a dit, moi, oui, j'ai bien envie, je veux faire ça. Elle a bien été mise au courant, hein, que ça serait long, difficile,
très difficile, très long. Et elle a dit, oui, mais je le veux, j'y vais, je suis victime et je veux le faire aussi pour toutes les autres victimes. Voilà comment ça s'est passé. Ensuite, la procédure elle-même, son développement, d'abord, il a fallu trouver l'argent parce que la solidarité a ses limites et en face, on a des mastodontes qui provisionnent des milliards pour tous les procès qu'ils ont sur la planète. On sait qu'aux États-Unis seulement, il y en a 14 000. Il y en a en Inde, hein, où les agriculteurs se suicident. Il y en a, bien sûr, pour le glyphosate. Enfin, ils provisionnent, ils sont extrêmement puissants, ils sont en béton financièrement. Imaginez que pour envoyer une plainte, la plainte de Trentonien, dans un procès international, intercontinental même dans ce cas, il faut que ça passe par le parquet, c'est-à-dire par le ministère de la Justice en France, qui a ce qu'on appelle le monopole du parquet. Alors, dans les premières années où Nia aurait pu porter plainte, on ne l'a pas fait. Parce que Nia souhaitait aller au pénal. Ou on va au civil, ou on va au pénal. Ce n'est pas du tout pareil. Et Nia souhaitait que les fauteurs, les criminels soient punis. Et donc, c'était le pénal. Mais à l'époque, arrive le Parlement français sous Nicolas Sarkozy a posé 4 verrous qui faisaient que le juge français, en matière de droit international, ne pouvait plus rien faire. Rien. Et donc, on a patienté. Et quand François Hollande, candidat à la présidence de la République, a inscrit dans son programme qu'il ferait sauter les verrous qui entravent les juges français par rapport au droit international, on a attendu. Et effectivement, il l'a fait aux 3,5 aux 3 quarts et demi, comme vous. Et je ne vais pas vous expliquer quels étaient ces verrous, ça serait trop long, mais il n'en restait qu'un, enfin la moitié d'un du moins, c'était le monopole du parquet. Alors qu'est-ce que le monopole du parquet? Vous imaginez bien que si un citoyen français ou une identité française, une institut attaque des intérêts américains qui sont partout sur la planète, et tout de suite, le parquet, s'il juge, au pénal, hein, j'entends, s'il juge que vraiment il risque des rétorsions économiques de la part des États-Unis, qu'est-ce qui va se passer chez nous? Il va y avoir le chômage, il va y avoir une répercussion sur l'emploi. Donc, tout ça est délicat. Et pour finir, je disais, Hollande a levé 3 verrous et demi, il a laissé la moitié en ce qui concerne le monopole du parquet. C'est mi-figue, mi-raisin, mi-raisin, comme vous voudrez. Donc, on a peur. Parce que si on va au pénal et que le parquet refuse, c'est fini. Donc, on n'a pas, faute du mieux, on a pris le bien, on a été au civil. Donc, vous me direz, on a perdu du temps. Parce que sous Sarkozy, au civil, on aurait pu le faire au civil. Bon, qu'importe. On ne savait pas. On ne savait pas non plus à quel niveau. Enfin, Hollande avait dit qu'il lèverait les 4 verrous. Il en a levé 3,5, hein, on peut dire ça. Et donc, on a dit, bon, plus le choix, on y va. On va au civil. Et pour rejoindre ce que je disais au début, quand vous envoyez une plainte à toutes ces sociétés américaines, d'abord, il faut faire une traduction avec... vous faites une traduction... vous m'entendez là? Oui, par contre, on ne vous voit plus, mais on vous entend toujours, oui. Voilà, oui. C'est bon. Ouais, j'ai touché sans faire exprès. Ah mince, là, c'est le son, André, qui ne fonctionne plus. Enfin, en tout cas, moi, je n'entends plus. Oui, il faut remettre le micro, c'était une erreur.
Voilà, ben là vous m'entendez. C'est bon. Ouais. Et donc pour envoyer chaque plainte à chaque compagnie chimique mise en cause, avec les traductions, avec l'envoi, il faut qu'un huissier remette à chaque entreprise la plainte. C'était 1 000 $. Donc tout ça c'est compliqué. Au départ, rappelons-le, il y avait combien de firmes? Alors, au départ, il y en avait 26. Alors, ça demande une explication parce que les chiffres ne sont jamais les mêmes. Parce que, au départ, il y en avait 26. Puis, par la suite, NIA a dû se désister vis-à-vis de deux des sociétés, car elles ont fourni des documents administratifs états-uniens officiels, comme quoi leur responsabilité était diluée, du moins pour elles, n'était plus. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Aller faire une enquête aux États-Unis pour voir si on pouvait les remettre dans le filet ou non, on a laissé tomber. Déjà, pour faire l'essentiel de la procédure, il n'y a pas assez. Donc, on n'en avait plus que 24. D'autres ayant vu qu'elles ont pu être, que la plaignante s'est désistée envers elles, ont tenté aussi. Et puis, pour finir, par la suite, elles se sont mutualisées aussi. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, elles ont les plus grands cabinets d'avocats américains qui, eux, chaque fois qu'il va y avoir une audience de mise en état, pas de plaidoirie, de mise en état, c'est-à-dire de confrontation des conclusions des différentes parties, et que les juges comparent, et après avoir comparé, ils disent, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez me faire une nouvelle conclusion pour dans 2 mois, par exemple? Bon, ils ne vont pas venir des États-Unis chaque fois, donc ils ont des avocats suppléants à Paris. Et comme ils ont beaucoup d'argent, ils ont les meilleurs. Ils ont les plus grands cabinets d'avocats de la place de Paris. Mais le cabinet d'avocats de NIA n'a rien à envier à ces avocats suppléants non plus, sauf que un contre beaucoup, c'est difficile. Voilà. Par la suite, maintenant, on en est à 14. Comme je vous l'ai dit, elles se sont mutualisées pour que ça leur coûte moins cher. Au fond, il y a par exemple un cabinet d'avocats qui peut défendre 2 ou 3 compagnies en même temps, en commun. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à 14. Aujourd'hui, on est à 14. Avec les fusions des firmes aussi. Oui, voilà, Léa. Oui, il y a eu des fusions, des ventes, des OPA, etc. Et donc, elle diminue. On voit bien, puisque en 2004, lorsque la VAVA et des Vietnamiens en nom propre ont démarré des procès aux États-Unis, elles étaient 37. Sauf qu'elles se groupent pour grossir, pour faire face à celles qui ont fait pareil et qui ont grossi. C'est histoire de concurrence entre elles. Voilà. Donc, le procès se développe. Les compagnies ont utilisé le règlement du tribunal à la virgule près pour créer souvent, enfin plusieurs fois, ce qu'on appelle des incidents juridiques. Un incident juridique repousse la date parce que les juges doivent décider là-dessus qui a raison. Et il repousse donc ce qui était l'audience de mise en état à 3 mois. Et on gagne du temps comme ça. Et comme ça, d'audience de mise en état en audience de mise en état, les années passent. Et enfin, le 25, on en est arrivé, après avoir changé 2 fois ou 3 fois de date, 3 fois, on en est arrivé à la première audience des plaidoiries. Je veux vous dire aussi que le matin de l'audience des plaidoiries, il a failli y avoir de nouveau un incident juridique. Les juges se sont retirés et sont revenus et ont décidé que les audiences à la plaidoirie allaient se tenir. À cet incident, la procédure date depuis un certain moment. Donc la stratégie des firmes a en effet été de reporter les dates de mise en état, mais ça a duré des années. Oui, ça a duré 6 ans, presque 6 ans, pas tout à fait, ça va faire 6 ans dans quelques mois, très peu. Et donc, derrière ça, il y a certainement un calcul funeste, hein, compte tenu de l'âge de NIA. Il faut parler
avec les mots hein, réels. C'est ça leur calcul, c'est se dire que si la victime disparaît, ben, c'est fini, c'est plié, chacun rentre chez soi. Mais non, elle est solide. Moi, je lui dis qu'elle nous enterrera tous, mais bon. Nia, elle est combative, mais je crois en même temps que c'est ce qui la tient, hein, parce que elle se porte bien que quand elle mange du riz au riz. Alors forcément, c'est pas très... Mais c'est comme ça qu'elle a un équilibre avec une nourriture adaptée et une énergie et une force mentale incroyable. Bon, c'est vrai qu'elle a mal à la tête, mais elle est là, elle est forte et oui, et ça lâche pas, quoi. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le 10 mai, il va y avoir un verdict. Alors, quel qu'il soit, s'il est pour la plaignante, les compagnies vont faire appel. S'il est favorable aux compagnies, Nia va faire appel. Voilà. Et on repart. Alors, un appel, c'est beaucoup moins long. Il y aura appel à la condition qu'on amène des éléments nouveaux, puisqu'on en était arrivé à un accord des conclusions générales des deux parties qui permettait d'ouvrir l'audience des plaidoiries. Donc là, on va repartir, quand il y aura appel, qui apporte des éléments nouveaux. Alors, c'est là qu'il faudra que Nia une expertise intervienne, j'espère, ça permettra l'appel, parce que si vous apportez des éléments nouveaux qui n'étaient pas dans la première mi-temps, on va dire, dans la première moitié du procès, eh bien, ils vont être observés. Alors, plus il y aura d'éléments nouveaux, plus la partie adverse va apporter des contradictions de nouveau. Donc, ça va peut-être durer encore 6 mois, 1 an, maximum 2, mais pas davantage. Ça ne va pas repartir pour 6 ans, voilà. Que la partie adverse peut demander une contre-expertise, par exemple. Mais oui. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce qu'on peut imaginer autre chose que ces expertises? Est-ce que vous y avez pensé? C'est-à-dire que s'il y a d'autres pensées qui peuvent soulever des choses qui peuvent faire basculer d'un côté ou de l'autre, c'est pas ici qu'on peut le dire. Lors des plaidoiries, donc je répète, vous étiez présent. J'aimerais que vous réagissiez peut-être à 2 choses dans la plaidoirie de Maître William Bourdon. Une chose m'a marqué, il disait que la doxa de l'impunité... il disait que, pardon? Que la doxa, l'impunité, oui, l'impunité des firmes est un temps qui est désormais dépassé. Un temps juridictionnel, il parlait justement des juges. Est-ce que vous pensez que ce procès peut amener à d'autres victoires, pas seulement pour les victimes de l'agent Orange, mais... Oui, c'est-à-dire que, bon, ils ont essayé d'évoquer que le tribunal d'Évry n'était pas compétent pour juger des décisions d'un État indépendant engageant sa défense. Bon, nous, on peut en rire un peu, mais pas trop, parce que d'un point de vue juridique, les mots sont les mots, les règles sont les règles, mais nous, on peut en rire, parce que ce n'est pas les Vietnamiens qui ont envahi les États-Unis. C'est quand même les États-Unis qui ont été attaquer le Vietnam. Donc, dire que c'était pour la défense de la nation fédérale, la ficelle est un peu grosse, quoi, je veux dire. Donc, je ne pense pas que c'est là-dessus que ça va jouer. Donc, pourquoi on aurait attendu 6 ans et on aurait avancé jusqu'aux audiences de plaidoirie pour dire le tribunal est incompétent? Non. Non, je ne crois pas que ça va fonctionner, ça. D'autant plus que si on prend le traité de Rome, il encourage plutôt les États, chaque État, à faire, et pas à la haie, à faire aussi leur justice de façon à créer, à construire doucement le droit international. En supposant que Nia gagne, que dans un autre pays, dans 1 an ou 2, sur un sujet identique ou comparable, de poison avec des produits phytosanitaires, qui est un drôle de terme, eh bien, il y a un rendu comparable, c'est une marche de plus.
Et puis, si un troisième pays venait ou une deuxième fois le même pays venait à s'inspirer du verdict précédent, eh bien, peu à peu, effectivement, ça crée, ça construit le droit international et ça devient l'usage. Voilà. Donc, c'est un procès historique important, oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez réagir à d'autres arguments de la partie adverse qui vous auraient marqué pendant cette la partie adverse, ils remettent en cause la compétence du tribunal, hein, les pathologies que porte Nia, voilà, et ensuite ils disent qu'ils n'ont pas eu le choix parce que c'était une commande de leur gouvernement et qu'ils ne pouvaient pas s'y soustraire, ce qui est absolument faux. C'était des appels d'offres, oui, c'était des appels d'offres. Alors, qui n'ait pas été capable de fournir les quantités que souhaitait l'armée, c'est possible, parce qu'en même temps, il y avait l'agriculture qu'il fallait aussi fournir. Il ne fallait pas non plus que l'effort de guerre affame, ou du moins face à une carence dans l'alimentation aux États-Unis. Bon, mais on sait très bien que d'autres ont fabriqué l'agent orange en Europe et en Nouvelle-Zélande et tout ça. Et on sait très bien que ça repartait aux États-Unis, ça revenait à la base de Subic Bay aux Philippines pour partir ensuite au Sud-Vietnam. Bon. Tout ça, c'est documenté, c'est dans mon livre aussi, on peut le trouver. Ce qui se passe, c'est que c'est sur les pathologies de Nia que ça va se jouer. Et il y a une avocate qui a dit comme ça, mais elle n'a aucune pathologie qui correspond à la liste de l'Académie nationale des sciences de Washington au travers de son institut de médecine qui fait les recherches permanentes et qui remet à jour la liste tous les 2 ans. Elle n'a aucune pathologie. Ah bon? La tuberculose, c'est pas marqué. Eh bien non. Mais si vous avez un système immunitaire affaibli à cause de la dioxine, vous pouvez attraper tout ce qui passe, donc la tuberculose. Elle dit, la tétralogie de Fallot, qui a tué sa première fille, elle dit, c'est pas marqué la tétralogie de Fallot. Mais si on va plus loin et qu'on approfondit, c'est quoi la tétralogie de Fallot? C'est plusieurs malformations cardiaques. Or, dans la liste de l'Académie nationale des sciences, il y a les maladies cardiaques. Ensuite, on dit l'alpha-thalassémie, mais ce n'est pas nommément écrit alpha-thalassémie. Ah bon? Mais l'alpha-thalassémie, il faut savoir que c'est une maladie assez récente qui a été découverte. Et où est-elle le plus fortement imprégnée? En Asie du Sud-Est. Or, on sait que l'agent orange a été sur tout l'arc du Pacifique, depuis le sud du Japon, de l'île d'Okinawa, en passant par l'île de Guam ou par l'île Johnson ou par le Vietnam, donc évidemment le Cambodge, le Laos, le Cambodge et les Philippines. Est-ce que ce ne serait pas l'agent orange aussi qui aurait déclenché cette maladie, l'alpha-thalassémie? Il y en a 2 sortes, hein. Il y a deux versions d'alpha-thalassémie. On la retrouve aussi en Afrique. Mais des produits identiques ont été utilisés pour défolier l'exploitation forestière aussi en Afrique. Donc, ce n'est pas parce qu'il y en a aussi en Afrique que ça peut déconstruire ce que je suis en train de dire. Maintenant, c'est à vérifier. Je n'ai pas de preuve de ça, mais on peut y penser. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que elle a cette alpha-thalassémie, en plus, c'est quoi? C'est un désordre de la formule sanguine. Or, on voit bien que dans la liste, il y a toutes les maladies sanguines, y compris les cancers du sang, non-hodgkiniens, tout ce qu'on sait. Donc, cet avocat a simplement dit, c'est pas écrit nommément. Mais quand on va plus loin et qu'on va plus profond, on s'aperçoit que ces maladies appartiennent à des maladies systémiques qui sont dans la liste de l'Académie nationale des sciences de Washington. Donc, c'est compliqué et il faut trouver un expert qui a étudié la dioxine. Il y en a au moins 2 ou 3 en France ou un en Belgique, mais voilà, c'est pas simple. Et comme je disais tout à l'heure, prendre un expert
vietnamien, on ne manquera pas de mettre en doute la sincérité de l'expertise. Parce qu'on va dire, ben forcément, il le fait avec une Vietnamienne et en plus elle est victime. Ben il ne va pas dire non. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est aussi pour ça qu'on peut être optimiste pour la suite, puisque les expertises pourront justement créer cette relation de cause à effet qui est difficile et qui pourra être déterminant pour la suite du procès. Ce sera, de mon point de vue, déterminant. De mon point de vue, ce sera déterminant. Une fois après avoir évacué que le tribunal français est incompétent, ça, bon, une fois évacué ça, et le fait que c'était une commande d'État et que s'ils ne l'avaient pas fait, ils allaient en prison, ils auraient eu des amendes, tout ça, non, c'était un appel d'offres. Et jamais le gouvernement américain a donné a exigé une composition. La formule de l'agent orange, jamais, puisqu'on sait très bien que la dioxine n'est pas le principe actif des foliants, elle est simplement un sous-produit non désiré par fabrication qui arrive lorsqu'on accélère la fabrication pour produire plus vite, gagner plus d'argent, bien sûr aussi, c'est ça, par avidité, et parce qu'on sait très bien que les dioxines, à partir des molécules de chlore, apparaissent entre 250 et 350 degrés. Par contre, pour les détruire, il faut atteindre 800 degrés. Et donc, on peut fabriquer le 2,4,5-T 100 parts par million, sans qu'il y ait des parts par million de dioxine TCDD, mais à la condition de le faire à des températures plus basses, plus lentement. Voilà. Mais encore une fois, c'était l'urgence de l'argent et du volume qui commandait. Merci infiniment pour ces explications très précises et votre point de vue sur le procès et les prochaines étapes. Le temps passe. Je vais maintenant donner la parole à Alain Bonnet, qui est, comme je disais, secrétaire général du village de l'Amitié à Van Can. Donc là, on va peut-être parler de où en est les conséquences aussi de l'agent orange sur les populations vietnamiennes. Alain, est-ce que vous pouvez déjà présenter l'initiative du village de l'Amitié et depuis quand existe-t-elle et pourquoi cela a été mis en place? Est-ce que Alain est toujours là? Ah oui, le micro. Bon. C'est bon là? C'est bon, c'est bon. Oui, donc le village de l'Amitié, l'originalité du village de l'Amitié, c'est qu'il a été créé il y a plus de 20 ans par des anciens combattants vietnamiens, américains des vétérans Sport Peace et français de l'Association républicaine des anciens combattants. C'était effectivement à l'époque un symbole de réconciliation et de paix entre les ennemis d'hier. Donc ce village de l'Amitié, les créateurs se sont vite aperçus que l'urgence de l'époque, c'était effectivement venir en aide aux victimes de l'agent orange. Et effectivement, c'est le village a été créé, a été ouvert il y a 20 ans, en 1998, et a tout de suite accueilli environ 120 enfants et 80 vétérans, tous en principe victimes de l'agent orange. Donc, c'est un centre de soins pour les enfants qui non seulement réadapte les enfants qui ont des problèmes moteurs, qui ont des problèmes de handicap physique, mais aussi permet aux enfants de suivre une scolarité, suivant le niveau de handicap, avec 5 classes d'éducation spécialisée, dont la première classe, c'est effectivement uniquement l'apprentissage des gestes quotidiens, et donc au fur et à mesure, on peut arriver effectivement à une scolarité presque normale pour la classe 6, pour la 6e classe. Et en plus, sont aussi donner des formations, des débuts de formation professionnelle, donc en broderie, en couture, en informatique, en coiffure et en fleurs artificielles. Donc c'est effectivement un tout. Quand je me rends à chaque fois
au village. Enfin, j'y suis allé assez fréquemment. Et bon, c'est toujours revoir la jeune Ti, dont a parlé d'ailleurs André Moni dans son livre, qui est aujourd'hui responsable de la classe de fabrication de feux artificiels. Pour moi, c'est vraiment non seulement un plaisir, mais c'est aussi un enseignement. Je veux dire, quand je revois aussi le jeune Long qui a 25 ans ne dépasse pas la taille d'un enfant de 5 ans, je veux dire, qui est malgré tout co-responsable de la classe d'informatique. Mais bon, effectivement, 120 enfants, c'est peu, très peu par rapport au drame, à la tragédie, je veux dire, de tous ces enfants qui naissent handicapés. Enfin, c'est la 4e génération d'enfants qui naissent handicapés. Combien d'enfants aujourd'hui sont handicapés au Vietnam? Enfin, des dizaines de milliers sans doute. Quand on connaît les chiffres, 80 millions d'épandages sur 10 ans, plus de 340 kilos de dioxine TCDD. Bon, effectivement, comme la dioxine, enfin, même si certains le contestent, mais la dioxine est tératogène, c'est-à-dire qu'elle s'infiltre dans l'ADN et c'est donc les générations successives d'enfants, bon, ça peut sauter des générations, mais peuvent naître handicapés. Et, bon, vous êtes engagé depuis un certain temps. Est-ce que vous avez constaté une amélioration dans la prise en charge des victimes au Vietnam au Vietnam, bah, écoute, au Vietnam, le problème, c'est que au Vietnam, le nombre de centres, bon, même si le village de l'Amitié est particulièrement bien doté, mais j'ai visité d'autres centres qui sont certainement moins bien dotés que le village de l'Amitié, mais il me semble que le nombre de centres est complètement suffisant. Enfin bon, et le problème, c'est qu'effectivement les enfants handicapés, bon, il y a une vingtaine 20 000 villages qui ont été touchés par la dioxine, enfin par les épandages. Et c'est surtout dans les petits villages qu'on voit des enfants handicapés qui sont pris en charge par la famille, mais le jour où un des membres de la famille disparaît, bon, que vont devenir ces dizaines de milliers d'enfants qui sont handicapés et qui dépendent entièrement d'un ou deux membres de la famille. Et quels sont les besoins les plus urgents aujourd'hui? Qu'est-ce que vous constatez, vous, à travers à travers le village de l'Amitié? Est-ce qu'il faudrait accueillir beaucoup plus Il faudrait accueillir beaucoup plus, ça c'est évident. Il faudrait que déjà, bon, effectivement, le procès engagé par Tantunia, c'est complètement un symbole. Je dirais, pour nous, c'est le symbole qui devrait rendre justice à toutes les victimes de l'agent orange et leur permettre une indemnisation à hauteur de leur préjudice. Mais ça, c'est effectivement, c'est un rêve fou. Mais bon, est-ce que la VAVA fait suffisamment? Enfin, je connais pas vraiment à quel stade ils en ont de l'indemnisation des victimes de l'agent orange, mais en tout cas, c'est un manque évident au Vietnam. Bon. Enfin, il me semble, mais bon. Bon. Non, allez-y. Oui, donc le village accueille aussi donc des vétérans, donc 80 vétérans qui viennent en ce moment, qui viennent plutôt. Bon, là malheureusement ils sont confinés, mais ils ne sont pas au village en ce moment parce que je sais pas, il y a eu des cas de Covid à Da Nang et donc les vétérans sont confinés. Mais ce que je voulais vous dire effectivement, c'est que bon. Ce sont les vétérans qui les premiers ont été touchés par la dioxine, enfin, comme les vétérans américains.
ils ont effectivement eu des pathologies donc, qui sont répertoriées effectivement aujourd'hui, enfin, depuis 1994 par l'Académie de médecine américaine, mais ce sont uniquement les vétérans américains qui sont indemnisés. Mais ça, il y a deux poids, deux mesures, quoi. Ça, donc les vétérans, ce que je veux dire, c'est que ces vétérans vietnamiens, bon, ont des pathologies gravissimes. Et en plus, je veux dire, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, après avoir subi des conditions terribles pendant la guerre entre 61 et 75, je veux dire, ils veulent fonder une famille, je veux dire, la double peine, je veux dire, ils veulent assurer une lignée, comme c'est une tradition très, très forte au Vietnam, et malheureusement pour eux, les enfants, soit qui désirent, beaucoup d'enfants sont morts-nés, je veux dire, beaucoup d'enfants handicapés, et ça, c'est un des... Je connais un documentariste allemand qui s'appelle Leopold et qui a réalisé un film, Lighter Than Orange, qui a filmé les vétérans et qui a rassemblé les témoignages des vétérans. C'est quelque chose de flagrant. Une des images de ce documentaire, on voit un vétéran devant une dizaine, agenouillé devant une dizaine de tombes qui sont ses enfants morts-nés. Et le seul enfant qui soit vivant, c'est un enfant handicapé. Enfin, c'est une fille lourdement handicapée. Donc, effectivement, ces drames humains, c'est invraisemblable. Le drame aussi des épouses de ces vétérans qui se sentent un enfant handicapé pour le Vietnam. Je pense que ça a un petit peu changé aujourd'hui, mais bon, c'est une malédiction. Je veux dire, la mère qui se sent coupable, mais ça Antonia l'a connu, ça. Nia a toujours culpabilisé. Je vais rebondir sur ce point parce que c'est une des choses qui m'avait frappée quand je suis allée au Vietnam. Les responsables d'associations me disaient qu'il y avait encore des endroits au Vietnam, notamment dans les provinces un peu reculées, où les familles avaient toujours ce poids de la culpabilité par méconnaissance en fait des conséquences de l'agent orange et des défoliants et du lien possible avec les pathologies de leur enfant. Est-ce que des associations essayent de pallier ce manque de connaissances qui peut être extrêmement douloureux pour les familles? C'est, comme vous disiez, encore une double peine. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir à charge des enfants handicapés, par exemple, ces familles pensent que c'est de leur faute. Enfin, c'est des croyances qui sont énormément dévastatrices. Oui. Est-ce qu'il y a un travail de ce côté-là mais là, c'est un travail en profondeur, mais là, il faut vraiment pénétrer dans les villages et ce qui n'est pas vraiment évident. Bon, là, c'est vraiment un travail à mon sens, soit de la vavade mais bon, ça me paraît, de mon point de vue, ça n'est pas possible pour nous. Ça paraît très, très difficile en tout cas. Donc, voilà, donc le gouvernement vietnamien, par exemple, est-ce qu'il y a des aides au-delà des aides financières? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites par le gouvernement vietnamien? Ah bah oui, bon, là, nous, on a de la chance en plus avec le village de l'amitié, puisque en fait, il est géré en fait par l'association vietnamienne des anciens combattants et qui peut avoir des facilités par rapport au ministère de la Défense. Donc, bon, il y a d'autres villages, d'autres centres également qui peuvent bénéficier d'aide aussi internationale ou d'aide. Mais bon, c'est effectivement la VAVA qui en principe accorde une petite indemnité aux familles qui ont un enfant handicapé. Est-ce qu'en France, là, par exemple, pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'il y a un moyen de soutenir le village de l'amitié et d'aider ces enfants Oui, enfin, nous ne sommes pas les seuls bien sûr,
à aider les enfants handicapés du Vietnam. Mais bon, effectivement, Village de l'Amitié, bon, il y a tout à fait possibilité de faire des dons. Ça, bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas très notre activité, parce que bon, notre activité, c'est quand même effectivement de financer euro par euro le Village de l'Amitié. En ce moment, donc par des expositions, des concerts, etc. C'est quand même en ce moment, c'est quand même très très limité. Et j'avoue qu'on a quelques difficultés en ce moment à aider financièrement le Village de l'Amitié. Mais bon, espérons que les jours meilleurs en tout cas. En tout cas, moi, notre autre activité, c'est aussi de soutenir toute initiative qui a pour but la reconnaissance du droit à réparation des victimes vietnamiennes. Et c'est dans ce sens qu'on soutient Nia et le procès depuis le début, même depuis l'origine, depuis la création, par exemple, du collectif Vietnam Dioxine. Nous étions partie prenante dès le départ. Nous avions aussi largement participé donc, au tribunal. Et effectivement, il faut absolument que justice soit rendue aux victimes de l'agent orange. Et je pense que Nia est un symbole vraiment de ce combat, je veux dire. Merci beaucoup Alain Bonnet. Le temps passe et pour avoir le temps d'avoir quelques minutes de questions, je vais redonner la parole à Nia pour nous dire un mot de fin. Tout d'abord, je me demande, est-ce que la présidente à l'audience n'a pas été influencée par les accusations de la partie adverse? C'est à André, bien à vous aussi de me donner une réponse, mais je crois que après le 25, il y a beaucoup de journaux français et internationaux qui ont écrit des articles sur ce procès, mais avec moi j'ai l'impression qu'ils sont de notre côté. Et même sur Arte, sur TV5, ils ont en réponse de petites gouttelettes, des épandages. Là, ils ont tous illustré la photo des épandages, par exemple. Et c'est la première fois aussi que le Vietnam, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ont répondu officiellement que le Vietnam, le gouvernement vietnamien, soutient le combat ils n'ont pas cité mon nom, mais le combat de la personne qui était à l'audience de plaidoirie et demande à ces 14 firmes de réparer ce qu'ils ont fait, quoi. Donc, il y a quand même un petit changement par rapport à la société et au Vietnam et en France et à l'international. C'est pour ça que moi, je pense que n'étant pas fort côté juridique, mais côté social, on peut se rassembler et élever notre voix pour protéger, pour défendre la vérité. Et alors, c'est pour ça que déjà, je suis très reconnaissante. Je suis aux jeunes, au collectif Vietnam Dioxine qui se sont rassemblés pour faire le rassemblement et puis pour me soutenir depuis longtemps et ils continuent de le faire. Et puis à toutes les associations qui m'ont soutenu depuis 6 ans. Et je tiens à remercier aussi André Bouni, mes avocats, parce que moi, j'ai entièrement confiance en eux. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas courageuse, mais parce que j'ai commencé à faire quelque chose, donc j'irai jusqu'au bout, quoi. Et je pense que je ne mourrai pas de sitôt, même si je suis très malade. Et en parlant des maladies,
je vous dis encore, depuis 4 mois déjà, avec tous les moyens modernes de la santé française, on n'arrive pas encore à conclure quelle maladie je porte actuellement. Donc, André pourrait aussi en parler aussi à nos avocats, mais l'apparition des ganglions lymphatiques qui est sur la liste aussi. Alors, c'est l'apparition de ces ganglions-là qui fait que tous les médecins maintenant sont perplexes et même maintenant, ils ne peuvent pas dire ce que j'ai, quoi. Ils ont toujours pensé à des maladies graves parce que en moi-même, je porte toujours de cette maladie grave et incurable. Par exemple, le cancer, ils ont tout d'abord pensé au cancer, puis après, c'est encore une autre, si ce n'est pas le cancer, c'est une autre tuberculose. Bon, maintenant, c'est pas si ce n'est pas la tuberculose, alors c'est quoi? Voilà. Donc, j'ai toujours dit à André qu'à chaque maladie que je porte, il y a une anomalie. Même le diabète de type 2, par exemple, c'est très simple pour tout le monde. Mais pour moi, ce diabète-là est aussi résistant à l'insuline, par exemple. La tuberculose est résistant au Rimifo, par exemple, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il n'y a pas... C'est quand même très difficile de déterminer la causalité et puis de faire le lien entre mes pathologies et l'agent orange, si on fait exprès de ne pas le reconnaître, mais si on fait mais si à force de faire de résumer, de rassembler tous ces signes et ces maladies, on peut se poser la question pourquoi moi et pourquoi je porte tout ce que les autres n'en ont pas. Finalement, le tête approche. On est là. Et moi, je voudrais dire qu'au nom de tous les Vietnamiens, au nom de toutes les victimes de l'agent orange, je vous dis merci. Merci du fond du cœur. Et j'espère qu'on ira encore ensemble jusqu'à la fin. Hein, André? Parce que, oui, on est tous là depuis des années. Nous ne sommes plus des connaissances. On est devenus amis, on est devenus frères et sœurs. Et comme pour Léa, par exemple, moi, je le considère même comme ma fille, quoi. Et c'est avec ça et c'est grâce à ça que j'ai de la force d'avancer. Et vous savez que toute seule ici, des fois, c'est un peu dur, mais je sais que maintenant, j'ai partout en France, des amis qui me soutiennent et qui me donnent la force. Donc, aujourd'hui, merci Henri, merci André, merci Alain, merci Léa, Nicolas, et merci aussi à tout le monde. Voilà. Et bonne fête, bonne nouvelle année du buffle. Et comme au Vietnam, on dit bonheur, santé, prospérité, longévité. Donc, je vous souhaite bonheur, santé, prospérité et longévité. Merci. Merci infiniment, Nia, pour ton partage. Et bien sûr, je rajoute qu'il n'y a pas que des soutiens en France parce qu'avec la médiatisation du procès, il y a eu des articles au Canada, en Allemagne, en Suisse. Je sais même aux États-Unis. Suivi la revue de presse à tel point les articles s'accumulaient. Donc voilà, on a juste le temps pour une question que je viens de recevoir. Alors, les luttes contre les empoisonnements d'État peuvent-elles converger et créer une action juridique groupée, comme la loi sur les class actions le permet en France, avec comme exemple les luttes des Martiniquais contre l'empoisonnement au chlordécone? Est-ce que André Bouni, peut-être, pourriez répondre à cette question? Est-ce qu'il serait possible de faire une action groupée avec les victimes du chlordécone en France? Je ne pense pas.
Je ne pense pas que la juridiction française permette ça. Chaque fois qu'il y a un crime de masse ou bien des victimes en masse, en grand nombre, disons, chaque victime doit apporter la preuve. Chaque victime a un dossier séparé. Chaque victime doit apporter la preuve qu'elle était là, qu'elle a été en contact du produit incriminé, qu'elle a été... chaque victime. Il n'existe pas de procès qui puisse être rendu, comment dirais-je, en groupe. Hein, on ne peut pas. Ça existe, mais à l'intérieur de la procédure commune, il faut que chaque personne, chaque victime apporte la preuve qu'elle était bien à l'endroit qui a reçu le produit incriminé pour des raisons professionnelles ou pour des raisons de situation géographique de sa vie à ce moment-là. Il faut des expertises médicales, il faut... Voilà, il n'y a pas d'accusation ou de paiement sur des affirmations unilatérales. On ne peut pas déclarer victime tout d'un coup 3 millions de personnes d'un seul coup parce qu'on a dit que... non, il faut encore une fois que chaque victime apporte la preuve. D'accord, merci beaucoup André. Le temps de la conférence arrive à sa fin. Je veux juste remercier déjà l'ensemble des intervenants, André Boni, Alain Bonnet, bien sûr Je voudrais dire un petit mot. Oui, oui, bien sûr. Et juste avant de vous laisser la parole, Henri, pour ceux qui nous regardent et qui voudraient rejoindre, aider au procès ou aider à la reconnaissance des victimes de l'agent orange, le collectif Vietnam Dioxine représente beaucoup d'associations, beaucoup d'associations en font partie, dont le village de l'amitié. Donc n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux et on sera ravis de répondre à vos questions et plus on est nombreux et mieux c'est. Oui. Oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce procès il est très, très important pour plusieurs raisons. D'une part, il permettra de reconnaître ces catastrophes qui découlent de ces guerres des années après. Et je crois que la France a une responsabilité en plus dans deux domaines, en Algérie en particulier, et qui sont toujours pas reconnus ni condamnés ni réparés dans ce domaine. C'est l'utilisation des essais atomiques dans la région de Regan. Aujourd'hui, il y a encore toute une partie de la région de Regan qui est contaminée avec des conséquences sur la population algérienne victimes de ces radiations qui sont encore dans le sol algérien, avec des restes, tout le sol et toutes les infrastructures du secteur sont toujours pas décontaminés. Et l'autre aspect aussi lié à la guerre d'Algérie, la guerre de libération d'Algérie, c'est l'utilisation massive du napalm. Il y a eu entre 600 et 800 villages rasés au napalm, et dans le rapport de Benjamin Stora, par exemple, qui va permettre quand même de débattre sur les questions de ces guerres coloniales et de la colonisation, cet aspect de l'utilisation massive du napalm n'a pas été évoqué. Et pourtant, 600 à 800 villages, ça représente une catastrophe. J'ai visité un village de 800, les ruines d'un village de 800 habitants. Quand on voit aujourd'hui encore, par terre, en se promenant dans ces ruines, on peut ramasser des bouts, des éclats de ces bombes du napalm de l'époque. Donc, c'est des choses qui sont enclenchées, à mon avis, aujourd'hui et qu'il va falloir poursuivre pour que on ait des actions concrètes sur ces utilisations qui ont été faites. Et aujourd'hui, on utilise encore des bombes chimiques dans certains conflits. Et la France a utilisé aussi le gaz VX et sarin pendant la guerre d'Algérie. Donc, c'est toute une série de choses qu'il faut que les jeunes générations connaissent et luttent pour qu'on puisse éradiquer à jamais ce type d'utilisation de ces produits, de ces procédés ignobles. Merci. Merci encore. Merci aux organisateurs, à l'AFV. Et je vous dis une très bonne soirée. Bonne soirée.
Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.